Attends un peu. Je pense pas trop tôt. Merci beaucoup. Et donc, comme on l'a un peu dit, mais peut-être pour tout le monde, donc on fait partie de l'Université Paris Diderot. Et donc c'est le Master 2 professionnel aménagement et développement local. Et donc c'est notre voyage d'études annuel. Et donc ce qu'on fait tous les ans, c'est qu'on essaye de voir sur un terrain d'études comment différents types d'acteurs participent au changement, à l'évolution d'un territoire. Donc on fait toujours attention de rencontrer à la fois des acteurs institutionnels et puis aussi des acteurs du monde associatif et de voir aussi le côté caché ou mettre face en fait des projets urbains. Et c'est à ce titre-là qu'on pensait intéressant de rencontrer l'association Un centre-ville pour tous. Et puis aussi de rencontrer aussi Philippe Sammarco qui a une expérience qui relève de ces deux facettes en fait, aussi l'aspect militant et puis aussi l'aspect institutionnel. Voilà, donc merci beaucoup. Bon, vous devez être à l'espace métropolitain à 5h30 5h30. D'accord, donc là on a plus l'après-midi. Bonjour, je suis Daniel Carrière, l'ancien président de Centre-ville pour tous, mais toujours membre actif, président fondateur. Je ne pourrai pas vous accompagner dans la visite parce que je suis un petit peu handicapé, mais va nous rejoindre l'homme qui va nous accompagner, qui n'a pu se joindre là au début de notre séance, qui s'appelle Nourdine Abouakil, et qui vous montrera quelques-uns des problèmes dont on va probablement parler peu ou prou avec Philippe Sammarco. Un mot sur Centre-ville pour tous, peut-être. Nous avons en l'an 2000 été un certain nombre à s'indigner de ce que dans la ville de Marseille on continuait à faire de l'aménagement et de la rénovation urbaine sans tenir compte de la population et particulièrement des plus pauvres au centre-ville de Marseille. Notre souci, quand je dis notre souci, c'est des hommes et des femmes qui étaient, soit qui avaient eu des responsabilités dans l'urbanisme de l'habitat, soit qui avaient des spécialisations sociales, soit des habitants de ce quartier qui souhaitaient participer et mettre en œuvre un travail pour essayer d'accompagner les habitants bousculés par les réhabilitations. Je rappelle qu'à ce moment-là, Marseille s'était donné, avait mis en place une politique de réhabilitation autour des périmètres de restauration immobilière, les PRI, dont vous savez ce qu'ils sont. Je ne vais pas développer là-dessus, sauf si vous me posez des questions. Deuxième, donc nous avons engagé un processus qui s'est organisé d'abord autour d'une protestation que vous trouverez sur le site de Centre-ville pour tous, qui est un mémorandum que nous avons adressé au parquet, que nous avons adressé au préfet, etc., qui mettait en cause la politique municipale de réhabilitation et plus particulièrement le fait que des vieux immigrés étaient expulsés manu militari de leur logement collectif constitué autour des hôtels meublés du centre-ville de Marseille. Ceci nous a amené à mener des actions en direction de la justice. Ceci nous a amené à des actions en direction de l'opinion publique, en alertant bien entendu la presse, l'opinion publique, de différentes façons. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Le résultat a été quand même assez significatif, mais malheureusement n'est pas abouti, puisqu'il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle Centre-ville pour tous continue les actions encore aujourd'hui. Centre-ville pour tous a, disons grosso modo, pour être précis, à éviter que
en gros 150 ménages soient expulsés. Hein. C'est le comptage réel que nous pouvons faire. Ça ne parle pas des effets indirects que nous avons eus sur un certain nombre de responsables publics qui ont bien vu dans l'outil Centre-Ville pour tous un danger pour leur confort personnel. Ceci nous a amené à engager d'autres actions à la demande d'un certain nombre d'habitants. Vous aurez probablement entendu, et puis comme je vois notre ami ici présente, ceci nous a amené à monter un projet aussi sur la rue de la République, objet d'attaque très importante, collusion entre un fonds ou des gros propriétaires, alors disons plus un fonds fonds de pension américain et collusion entre lui et la ville de Marseille qui avait pour objectif de réhabiliter la rue de la République en mettant à la porte grosso modo 400 à 500 familles, je parle sous ton contrôle, Véronique, et nous avons pu empêcher le pire pour bon nombre d'entre eux. Voilà, le Centre-Ville pour tous continue un certain nombre d'actions. Donc je résume en ce qui concerne le rôle de Centre-Ville pour tous qui réunit environ 140 militants qui ne reçoit aucune subvention pour ne pas être attaqué par qui que ce soit, qui n'a pas de structure particulière mais un site que vous êtes conviés à parcourir si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce Centre-Ville pour tous continue un certain nombre d'actions et je crains qu'il soit obligé de continuer encore longtemps. Bien. Où Daniel et en tous les cas Nordine Boakil vous accompagneront dans la visite de terrain. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs, pour éviter les déplacements inutiles. Parce qu'ici on est vraiment au cœur des enjeux de réhabilitation du centre. Donc moi je vais commencer par une présentation liminaire, introductive, qui est plus pour vous faire comprendre, si j'ai bien compris ce que souhaitaient les enseignants, mes collègues enseignants, c'était de dire que vous ayez du recul, que vous compreniez comment on en est là. Il n'y a pas que des abrutis, des incompétents, des corrompus, non. Il y a des vrais problèmes, complexes. La complexité change dans le temps, donc à peine on a commencé à comprendre, c'est déjà autre chose, et qui viennent de loin. Donc moi je vais vous faire une présentation liminaire, je vais vous donner ce recul historique. J'essaye de la structurer, parce que je le fais comme ça, d'abord vous faire comprendre ce que sont les grands mouvements de fond qui ont pris cette ville, qui portent cette ville comme ça, là, depuis 70 ans. Hein, on ne va pas remonter à Gictis et Protis, ça c'est les poètes qui vous racontent ça ici, c'est très bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Disons 1950, on va dire. Hein. C'est pas inutile de savoir ce qui s'est passé avant. Et puis une deuxième partie sur l'impact de ces grands mouvements de fond sur l'urbanisme, sur la ville. Et en troisième partie, comment les outils de la puissance publique essayent de s'adapter à ces grands mouvements de fond et à essayer de réparer, de compenser, d'anticiper l'impact urbain de ceci. Il y a trois grandes dimensions dans mon propos introductif. Donc, les grands mouvements de fond, pour comprendre comment Marseille en arrive là, comment elle tient et comment elle est confrontée à des situations paradoxales. Première chose, en 1950, on va dire 1945, c'est une ville qui a été très abîmée par la Deuxième Guerre mondiale. Il faut intégrer ça, les destructions de la guerre sont massives, parce que c'est un port, parce que les Allemands sont là, et donc on bombarde, et donc tout le quartier ici, comme on est à côté du port et à côté de la gare Saint-Charles, ça y va. Il y a des quartiers qui sont encore le fruit, il y a des places, on a aéré, c'est pas du tout une politique urbaine, hein, c'est parce que on a enlevé les gravats, ça fait une place, voilà. Donc ça compte beaucoup, d'autant plus que sur le demi-siècle précédent, 1900-1950, il n'y a quasiment pas eu d'investissement dans cette ville,
sauf l'opéra de Marseille. On ne fait rien, mais on fait un opéra. 1911. Mais assainissement, voirie, rien. Et tout ça dans un cadre de population qui est à peu près stagnant. Il faut savoir que 600 ans avant Jésus-Christ, il faut arriver 1850, 600 000 habitants, 300 000 habitants, 1950, 600 000 habitants. Et donc c'est une progression très 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 lente, voire même de temps en temps ça régresse, la grande peste, etc. Ça monte doucement. Donc il a fallu un siècle, 1850-1950, pour prendre 300 000 habitants. Donc le premier phénomène très important, il faut noter, c'est après donc, une situation dégradée de destruction et d'inertie, et tout à coup à ce moment-là, deuxième grand phénomène, un boom démographique. Il n'est pas spécifique hein, ici, sauf que voilà, ça vient là-dessus. Donc tout à coup, la ville va passer en 15 ans, disons, de 600 000 habitants à 900 000 habitants. Donc c'est comme si on prend une augmentation de 50%. 50% dans la même ville, qui n'est pas du tout équipée, déjà, qui n'était pas équipée pour ces 600 000. Qui veut vous dire que... Donc ça veut dire le côté choc et le côté urgence. C'est facile après de critiquer, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dirais on, le palais. Il a fallu accueillir 300 000 personnes. Ils viennent d'où? Ils viennent, c'est la désertification rurale. Alors ça va du Queyras à Perpignan, on se prend tout ça, là. Et puis il y a déjà beaucoup de rapatriés, ça commence avec l'Indochine, etc. 1 million, ils ne sont pas tous restés là, mais un bon paquet de pieds noirs, et le début des migrations. Hein, quand on dit les immigrés, on ne pense pas aux pieds noirs, alors que pour certains, la France était un pays étranger. Bon. Donc l'impact démographique est très important. Il est d'autant plus important que, donc ça va être les 30 glorieuses, hein, période de guerre. C'est un moment euphorique hein, dans la République française. On reconstruit. Hein, ici, il y a le Corbusier, enfin, on a des témoignages de la reconstruction du vieux port. C'est spectaculaire, spectaculaire. On est fiers. Tout le monde se bat pour couper le ruban bleu, les rubans pour l'inauguration d'un bâtiment. Pouillon, etc. Aujourd'hui, on dit ah là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se précipitaient à l'époque, hein, gauche et droite confondus, le préfet, tout le monde était fier. Parce qu'on était content de loger des gens. Donc la pression démographique, c'est le deuxième phénomène extrêmement important. Et la pression démographique, il faut savoir qu'en soi, c'est générateur d'emplois. Parce que c'est quoi la démographie? Ça va vous générer, parce que c'est la République française, là vous avez, on va dire pour 1000 habitants, il y a tant d'infirmières, d'instituteurs, de postiers, l'hôpital, la caisse primaire. La population génère une économie. C'est l'économie résidentielle. C'est pas de la création de valeur ajoutée. Hein. On ne parle pas d'économie de création de marchande. Hein. C'est une population égale une économie. Déjà, ça va falloir l'avoir en tête. Hein. Surtout quand la progression démographique va stopper. Alors, tout à coup, la mécanique, elle a plus son impulsion. Mais ça va bien, parce qu'en plus, comme je le disais, la démographie, c'est surtout des emplois, mais c'est des emplois peu qualifiés, globalement peu qualifiés. Ça tombe bien, il y a une population qui arrive, elle est sous-qualifiée. Donc tout le monde trouve un boulot. À la limite, pour caricaturer, je rentre dans le bâtiment et je construis ma maison. Parce que elle va être faite pour moi après. Il y a plein comme ça, d'ailleurs, dans la génération de migrants, ils vous racontent que la cité interne, c'est eux qui l'ont construit. Et c'est vrai. Et ils y ont installé leur famille après. Donc tout ça, ça marche. Voilà. Ça marche. C'est positif. C'est évidemment dangereux, mais dans ces cas-là, le danger, on le voit plus tard. Troisième grand mouvement de fond qui est dans cette période-là, c'est la décolonisation. Marseille, c'est le port des colonies. Il paraît que Bordeaux le dit aussi. Il sera aussi l'apanage. Mais sur la Méditerranée, en tous les cas, c'est Marseille. Et tout le monde passe là. Tout le monde passe là parce qu'en plus, il n'y a pas l'avion. Donc on prend le bateau. Vous lisez la grande littérature marseillaise. Il y a d'ailleurs de bons bouquins récents hein, sur la littérature, Colette, etc. Ils vous racontent ce que c'est. Parce que le bateau, vous venez 2-3 jours avant, il y a des beaux, je suis dans la géographie urbaine, hein, il y a des très très beaux hôtels de luxe sur la Canebière, il y en a plein. Et comme quand on arrive ici, on ne part pas 2 heures après, vous partez 2 jours après peut-être. Donc vous vous êtes installé là, et donc la Canebière vit de la présence de dames bien habillées, tout ça se balade, etc. Évidemment, on vous dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous nous avez fait de la Canebière? D'accord, vous arrêtez de prendre l'avion, vous?
On remet les messageries maritimes avec les paquebots vapeurs, là. Il y a un monde, là, qui va basculer d'un coup. Donc, c'est la perte des colonies. Donc, tout à coup, il y a un port dont il ne sait plus très bien quoi faire. Il ne sait plus très bien qu'est-ce qui lui arrive. D'autant plus qu'on est dans une économie encore, on va dire la période, oui, les 30 Glorieuses. De Gaulle, c'est l'État planificateur, aménageur, avec des moyens. C'est pas comme ça. Et en plus, c'est lui qui a. Il n'y a que des banques publiques. Donc, quand on décide, on fait. Il n'y a ni Bruxelles, ni. On a les moyens. Donc, l'État aménageur, il est puissant. Exemple, la seule grande compagnie maritime qui va rester, c'est une compagnie à 100% d'État. Et quand je dis à 100% d'État, c'est je vous le dis, parce que maintenant ça s'appelle SNCM, et ça fait la une. Et si on ne comprend pas d'où ça vient, évidemment, on peut. Donc c'est 100% des capitaux d'État, avec un monopole du pavillon national. Le monopole du pavillon national, c'est-à-dire que pour vos dessertes, bon, on n'a plus l'Algérie, on n'a plus la Tunisie, le Maroc, il nous reste la Corse. Vous voyez comment l'horizon s'est restreint. C'est le monopole français. Donc il faut un drapeau français derrière. Donc vous avez une entreprise à capitaux publics avec un monopole de pavillon. Tout va bien. Ce que j'appelle la rente coloniale qui continue. Mais elle est menacée déjà à ce moment. Elle est d'autant plus menacée que la décolonisation fait que les pays d'origine, bien évidemment, pas besoin de grandes leçons, vont commencer à faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire la première transformation des matières premières. Traditionnellement, on prenait l'huile, etc. Là, on venait ici, et ici, la bourgeoisie marseillaise, le capitalisme marseillais, c'est pas du postmoderne, hein. C'est assez simple. Hein. C'est des cacahuètes, comme on fait, des trucs, là. Ils vivent avec ça, ils vivent bien. Alors, à titre personnel, ils s'enrichissent bien. Et il y a de l'emploi qui va avec. Ça va se terminer. Donc, vous voyez, là, il y a ce phénomène de décolonisation qui est très important. Je veux dire, avant de critiquer, de dire vous êtes nuls, attendez, on se prend des coups dans la tête. J'aimerais savoir qui en a pris autant en France et qui a résisté aussi bien. On peut voir la même chose avec un peu d'empathie. Quatrième phénomène, c'est la mondialisation. Alors quand même, là on est en plein, hein, forcément un port de la Méditerranée, on n'est pas en vase clos. Hein. Alors, quand je dis mondialisation, il y a eu l'étape marché unique. Quand je dis étape marché unique, par exemple, bon alors c'est paye de mots, c'est souvent le cas en France, on est tous pour le marché unique. Mais il n'est pas question qu'on ouvre nos marchés. Alors, par exemple, on est pour le marché unique, ça veut dire la fin du monopole de pavillon national pour le cabotage. Fin du monopole de pavillon national pour le cabotage. Donc la SNCM, dès les années 90, 1990, moi j'étais d'ailleurs souvent conseil de la CGT, je leur ai dit, attention les amis, c'est fini ça. Raisonnement de technocrate, tu verras. Eux, ils sont habitués au rapport de force CGT-État. J'allais dire l'État gaulien. L'État qui a des moyens. Il y a la CGT sur le port, l'État qui est fort, ils se font des frayeurs, et puis, quand on passe en accord, il est respecté. Ils ont tous cette mentalité-là, sauf que l'État, entre-temps, il n'a pas disparu. Il n'est plus dans ce rôle de régulateur. D'abord, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de monnaie nationale, c'est l'euro, on ne peut plus distribuer comme ça, il n'y a plus de création monétaire, et en plus, s'agissant par exemple de cet enjeu-là, mais on pourrait les multiplier, une compagnie italienne peut venir faire du cabotage. Alors comment ça, le monopole du transfert de l'île de Beauté sur le continent, j'ai dit mais le continent c'est qui les amis? Vous voyez, le continent, attendez, le continent, vous employez des grands mots là. Le continent c'est Marseille, Toulon, Nice, c'est tout. Bon, alors arrêtez de parler du continent, les liaisons de France, les ports français avec l'île de Beauté seront ouvertes à la concurrence européenne. Là, je vous l'aurais bien. Et quand je disais ça, à ce moment-là, c'était l'époque de la construction du tunnel sous la Manche. Nous anticipions déjà ici, on avait des équipes vraiment absolument superbes. Moi, il m'avait expliqué, je ne sais rien par moi-même. Hein, les gens, attention, il y a tout le trafic maritime qui va cesser, ou en tous les cas qui va s'effondrer pour aller de France en Grande-Bretagne. Ils vont amener leur bateau là, hein, les Britanniques et les Danois, et c'est des bons, hein, ils savent faire. Résultat des courses, ça s'est pas fait, heureusement. Il y a des gens qui ont été capables de créer une compagnie de pavillons italiens, des Français, hein, des Français, moi qu'on dise que les Corses ne sont pas français, mais bon, des Français qui taillent, ils sont déjà à 63% du trafic maritime. Et les autres, ils continuent, là, il y a un petit côté Union soviétique qui est en train de s'effondrer, mais on ne lâchera pas le principe. Ça vous aide à comprendre les difficultés d'aujourd'hui.
Parce que dire, ah oui, mais alors, c'est-à-dire par exemple la SNCM, ils vous disent, mais il faut remettre le monopole du pavillon national. Pas un gouvernement ni de gauche ni de droite ne peut faire ça. C'est le marché unique, point. Et ça c'est vrai, et vous l'avez sur la transformation des huiles, vous l'avez sur le savon, les Optera, tous des pans entiers de ce qui était les grands noms de l'industrie marseillaise se sont effondrés, délocalisés, ils meurent doucement comme la SNCM, parce que l'État paye, l'État c'est mieux. Tout ça, ça marche à plus d'argent public, et évidemment avec l'Union européenne, vous ne pouvez plus subventionner une entreprise. Vous pouvez capitaliser, par exemple, l'Union européenne, contrairement à ce qu'on raconte, n'interdit pas l'existence d'une entreprise à capitaux publics, Par contre, elle interdit de fausser la concurrence. Alors encore faut-il qu'il y ait une concurrence, en l'occurrence il y a une autre compagnie, vous ne pouvez pas aider l'un et pas l'autre. Tout ça c'est quand même du gros bon sens, j'aurais expliqué ça il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que là ils se sont amusés à continuer, parce que les gouvernements ils cèdent toujours, ils ont par 2 fois injecté 200 millions d'euros quand même, évidemment la Cour européenne de justice, tac, il faut qu'ils remboursent 400 millions d'euros. Je signale qu'ils ont un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Donc ils sont morts. On va attendre les bellicicales quand même. Donc l'évolution de la mondialisation, deuxième phénomène majeur de la mondialisation, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? 98% des échanges internationaux se font par voie maritime. On a du port et un port. C'est pour nous ça. Ah oui, sauf que 98% c'est par container. Et les containers, alors là pour le coup ça marche au chrono. C'est-à-dire que quand un bateau part de Rotterdam, on sait quand est-ce qu'il va arriver à Shanghai. À l'heure près. Parce que 1 heure, c'est des dollars. Hein. C'est des milliers de dollars. Donc attention, hein, ça. Ils ont des routes Rotterdam-Shanghai, pour faire simple. Quand je dis Rotterdam, en fait, c'est Rotterdam, Anvers, Hambourg. Voilà, c'est ce paquet là. Shanghai. Prenez une carte. Je l'ai mise, hein, vous l'avez dans le petit bouquin. Vous prenez une carte maritime. Soit le bateau est trop gros, il fait le tour de l'Afrique du Sud, il remonte, Méditerranée out, soit il passe encore, évidemment, encore faut-il que le canal de Suez ne soit pas en guerre, on va y revenir. La Méditerranée, c'est une mer où il y a des guerres tout le temps. Et quand en plus il y a eu la fermeture du canal de Suez, alors tout le monde passait par en bas, nous on était morts. Quand ça passe, vous regardez le carte, vous comprenez qu'un gros bateau qui part de Shanghai, qui va à Rotterdam, il va sortir à Port Saïd, il faut comprendre de quoi on parle, hein, et avec la géographie. Il sort de Port Saïd, il faut qu'il passe à Gibraltar. En fait, il a un coup de barre à donner. Il va partir comme ça, nord-nord-ouest. Quand il arrive dans le canal de Sicile, tac, il donne un petit coup de barre, il part à Gibraltar. Tout ça, ça coûte de l'argent. Hein. Donc, toute déviation qui se développe dans cette ligne-là, évidemment, ceux qui sont proches de la ligne. Donc, vous regardez une ligne et vous voyez, évidemment, Gibraltar, Tanger, tiens, ça me fait un peu à Tanger. Oran, demain, Tanger, il n'y a pas longtemps. Spectaculaire, il faut y aller voir. Hein. On est là, on se dit. Et en face, Algeciras. C'est ce petit truc-là. Plus près, il y a Malte. Malte, ça compte pas. Oui, mais c'est sur la ligne. Les Chinois rachètent les ports. Il faut voir, les Chinois rachètent les ports dans ces coins-là, entièrement. Malte. Gioia Tauro, qu'est-ce que c'est Gioia Tauro? C'est sur la botte sud de l'Italie. C'est un parking de supermarché que la mafia a arrêté, comme ça. Donc il n'y a pas de supermarché, mais un parking. Et il y a la voie de chemin de fer. Castagnette, c'est devenu un port que tout le monde ignore, de porte-container. Un des premiers du monde. Troisième. Et il y a également à Augusta, au sud de Syracuse. Bref, vous êtes sur cette ligne. C'est très bien. Mais nous, on n'est pas sur cette ligne. On est là. Là, si on fait ça, 4 jours. Donc, déjà des milliers de dollars. Et vous arrivez là. Est-ce que vous avez ici, pourquoi pas, hein, attendez, on pourrait arrêter la ligne. Et puis là, ils prennent le train ou le camion. Mais il se trouve que là, tout le canal du Rhône est engorgé aujourd'hui. Donc, on ne peut plus, il n'y a plus de place pour les camions, il n'y a plus de place pour le train. Alors les trains, je ne vous dis pas. Parce que le train en France, il marche. Mais dès que vous saisissez une frontière, alors là, prenez votre temps. Hein. Et surtout si c'est parce que c'est le même conteneur, c'est ça le génie de la boîte. Vous ne touchez à rien, vous mettez du bateau, il faut quand même le voir une fois. Et bien, non, les trains, non. D'ailleurs, le trafic marchandises de la SNCF ne cesse de baisser. C'est pas possible, ça, quand même. C'est pas possible. Donc, ça veut dire, si le trafic ferroviaire baisse, ça veut dire que ça continue par les autoroutes. Et nous, on est engorgés. Et on va l'être de plus en plus. Donc, on se dit, si en plus, vous savez que... C'est pourquoi ils vont à Rotterdam. Parce que souvent, les produits vont revenir à Marseille.
Quand même, c'est bizarre ça. En tous les cas, par exemple, qui est le port de Lyon? C'est pas Marseille. 3 heures de route, hein. C'est Rotterdam, c'est Anvers. Ça veut dire que là, et pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont méchants ou qu'on ne fait pas bien notre boulot, c'est parce que là, il y a un poumon économique européen. Voilà, ça c'est la route, ça débouché, c'est le vieux truc historique, il est là. Vous regardez les photos la nuit, etc. Là, donc ça veut dire que quand vous allez là, vous gagnez du temps, même si vous faites un tour, là, ça vous prend du temps de faire le tour, oui, oui. Mais là, vous allez avoir un dispatching pour vos produits qui est énorme. Alors que quand vous arrivez à Marseille, il n'y a quasiment pas d'intervalle. Il n'y a rien. Parce que la vigne industrie, c'est une industrie de transformation de matière première au premier plan. Il n'y a pas la sidérurgie. On va parler de la sidérurgie à Flosse. Et donc il vaut mieux pour refaire ça, parce que c'est des gros chiffres, quitte à redescendre après jusqu'à Lyon, éventuellement à Marseille. Pas mal de marchandises à Marseille qui passent par là-haut. Si en plus vous rajoutez ici des conflits à répétition, et disons les choses, un racket permanent, vol, etc., bon, bah écoutez, hein, ciao. Donc on n'est plus dans l'économie de papa, où le pavillon national, le gouvernement, tout ça, ça dépend que de nous, et on ne commerce qu'avec des pays qui sont des pays sous pavillon français. Tout va bien. Là les gars, vous voulez faire vos bêtises, mais faites-les librement, hein. Il y en a d'autres qui vont faire le boulot à votre place. Aujourd'hui, Marseille, en termes de porte-containers, ce qui est la seule chose qui compte, et je crois l'avant-dernier de la Méditerranée. Ils peuvent faire des gargarismes encore. Hein. J'ai le chiffre exact là-dedans. Hein. Je crois que je ne sais pas l'avant-dernier, c'est celui d'avant. Et j'ai fait exprès de mettre tous les noms des ports avant. Il y en a, je ne sais même pas comment ça s'écrit ou ça se prononce. J'ai découvert. On est plus bas que pas Haïfa, l'autre, celui à côté de Tel Aviv, Ashdod. Ouais, pour le porte-conteneur. Évidemment, ici, ils ont le pétrole. Ils vous font des chiffres comme ça. Mais le pétrole, en termes d'emploi et de création de richesse, c'est zéro. Voilà, vous avez il y a le bateau, il arrive, on met un pipe et ça part. C'est tout. C'est très très peu de monde. Et en plus, maintenant, là, il y a de moins en moins besoin de raffinerie. Parce que là aussi, ces derniers pays émergents, ils font leur raffinage eux-mêmes. C'est vraiment scandaleux. Eh oui. Donc c'est pour ça que vous avez des problèmes de raffinerie en France, que ce soit à Saint-Ouen, etc. Et ici, on en a plein. Dernier élément, je l'évoquais, dans les grands flux et les grands mouvements de fond, c'est que la Méditerranée, c'est une mer de conflit. Voilà. On n'a toujours pas réglé le problème israélo-palestinien. C'est le seul endroit où les conflits de la guerre froide n'ont pas été réglés. Vous pouvez faire le tour de la planète. Là, on continue. Et la Syrie, aujourd'hui c'est la Syrie, mais la veille c'était autre chose. Ça n'arrête pas. Les problèmes de la démocratie. Et si c'était que ça, la Chine elle se développe très bien, elle n'est pas démocratique. Mais le problème, disons, de gouvernance, de confiance d'une population dans son gouvernement. Alors là aussi, c'est extrêmement difficile pour des Français, donc moi je ne le dis pas, donc je l'exprime tout haut, mais on est quand même confronté aux conséquences de l'échec du développement économique des pays de la rive sud. On peut le dire comme ça, sans être taxé de... Bon. Ah, parce que sinon, surtout les Français, oui, mais de quel droit vous parlez, c'est à cause... Bon, d'accord, on ne le dit pas, mais on n'est pas obligé de ne pas le penser. Regardez les phénomènes migratoires, j'irai très là. Ils sont sud-nord. Mais c'est écrit où que les phénomènes migratoires doivent être sud-nord? Ils pourraient être nord-sud. Non, qu'est-ce que c'est ça pourrait être des pays de cocaïne. Ce sont des pays de cocaïne. Ce sont des dragons potentiels. Nous sommes de ceux qui œuvront pour qu'ils le soient. Parce qu'ils en ont la potentialité. Parce qu'ils ont une population qui est prête. Ils ont des atouts formidables. Comment ça se fait que le rêve des jeunes de ces pays-là, c'est le visa? Pour la France ou le Canada ou l'Australie. C'était l'Australie la dernière fois. Enfin, ça fait beaucoup pour nous quand même. Hein. On pourrait avoir, si demain, rêvons un petit peu quand on a des pays qui se développent, il y aura arrêt des phénomènes migratoires. Peut-être que c'est des gens du Nord qui vont aller au Sud. Hein. Bon, ça, il ne faut pas rester figé là-dessus. Donc ça fait beaucoup quand même hein, dans ce qui nous échappe complètement à la vérité. Alors, l'impact de ces grands phénomènes sur la ville de Marseille. D'abord, vous l'avez compris déjà, là, il s'est créé une nouvelle périphérie autour de Marseille. Ça, c'est pas des abrutis de Marseillais qui n'ont pas vu venir le truc, voilà. C'est bien l'État français qui a construit Fos. Le port de Fos, c'est 100% public. C'est lui qui a amené la sidérurgie. À l'époque, elle était encore sous contrôle public. Le développement de l'étang de Berre, etc., ce sont des investissements d'État massifs.
Hein, on nous parle de Vitrolles, on parle de ça, mais moi j'étais secrétaire général de la ville de Marseille à ce moment-là. Aucune aide, tout, parce que alors là, la pensée française, c'est que dans les grandes villes, il n'y a pas besoin. Par contre, il faut se développer, hein, on aide, parce que c'est vrai qu'une entreprise de 1000 salariés qui ferme à Marseille, la même qui ferme à Mimay, alors là c'est un drame national. Bon. Donc il y a eu des injections d'argent public massifs pendant 20 ans autour de l'aménagement des rives de l'étang de Berre et de Fos. C'est très bien. Sidérurgie, etc. Forcément, le tissu économique qui était déjà fragilisé, et le peu qui restait s'est transféré en dehors de Marseille. Et tant qu'on reste en formulant, en pensant les choses en termes de limites communales, de taxes d'habitation, alors là, les phénomènes dont je parlais tout à l'heure, c'est des phénomènes sur lesquels on ne peut rien. On n'est pas obligé d'en rajouter. Là, on rajoute. Donc, une création de nouvelles périphéries, par rapport auquel la puissance publique marseillaise, moi je parle de ce que je connais directement parce que c'était Gaston Defferre qui était à l'époque le maire de Marseille, il a bien vu le truc. C'est pour ça que c'est lui qui avait créé, contrairement à ce qu'on raconte, on n'a rien vu venir, les PAREB, établissements publics des rives de l'étang de Berre. Ça dit bien ces choses. Qui étaient présidés par qui? Le maire de Marseille. Tiens, le maire de Marseille, président des rives de l'étang de Berre. C'est pas attendu la métropole. Hein. La même chose, on avait créé le COTRAM pour tout ce qui était le transport de l'aire métropolitaine. Supprimé dès qu'il est parti. Donc, une création de nouvelles périphéries. Deuxièmement, l'impact sur l'urbain, c'est, on va le dire, on peut le dire de 36 manières, mais c'est la même chose. Il y a des créations de centres nouveaux, c'est-à-dire que la ville qui fonctionnait justement avec son centre-ville, il est là. Pour les Marseillais aujourd'hui, c'est plus vraiment le centre-ville. Je dirais même, pour certains, c'est un élément de repoussoir ou de frontière. Bon, on n'a plus les dames en crinoline sur la Cabière. Hein. Et puis, passé de 7 h du soir, je vous le dis à vous, quand même, n'y allez pas. Voilà. C'est quand même dommage, hein, ça. Donc, il y a des nouveaux centres. Il y a les plages, il y a Borély, il y a plein d'autres endroits. On peut vivre très bien à Marseille sans jamais venir ici. C'est pas sans conséquence hein, sur une structuration de ville. Il se trouve qu'à la même moment, c'est pour ça qu'après ça devient compliqué, au même moment, quand on dit qu'il faut loger tout le monde, on a logé tout le monde. Et on construit la ville où, comme le dirait l'autre, humoriste, dont le nom m'échappe, on construit les villes à la campagne, parce que, non pas parce que l'air est plus pur, mais parce que le terrain est moins cher. Grande différence, seule ville en France. Grande différence avec toutes les autres, donc Paris, Lyon, Bordeaux, etc. La ville de Marseille est tellement grande, je crois qu'elle est 3 fois plus grande que Paris, des trucs comme ça. 2 fois et demi. 2 fois et demi. Qui Paris, fait que Paris intramuros, la commune de Paris. Ne parlons pas de Lyon. Lyon, c'est une petite commune pour nous. Oui, c'est la commune de Lyon. Il fait que toutes ces communes qui ont été confrontées à ces phénomènes d'explosion démographique, les ont pour l'essentiel réglés en construisant à l'extérieur. Ah mais ça change tout. Hein. Surtout quand vous construisez des trucs pour les pauvres. Hein. Vous étonnez pas après de la gentrification du centre-ville, etc. À Marseille, ça marche pas, ça. Parce qu'on a tellement d'espace que, oui, on n'est pas dans le centre-ville historique, voilà, on est à côté, et on est toujours dans Marseille. Donc oui, il y a eu construction à ce moment-là, massif, dont nous payons les conséquences, il ne s'agit pas de dire que c'est bien. Hein. Donc 80% des logements sociaux de l'époque ont été faits dans 2 arrondissements. Et pourquoi? Parce que c'était des fermes. Au départ, on n'était pas obnubilés par aller faire un ghetto politique. Donc, ça, c'est des gens qui ont une vision paranoïaque de l'histoire a posteriori. Donc, le centre-ville, lui, alors c'est pour ça que ça commence à s'entrechoquer. Vous avez un centre-ville qui n'en est plus un. En plus, on construit, il a été bombardé. Il est abîmé, il est ancien. Donc, à la moindre fuite d'eau, c'est la copropriété qui va le faire. Mais où sont les copropriétaires? Il y en a qui ont disparu. Il y a tout ce qui est copropriété, bâtiment ancien, c'est très compliqué. À la campagne, vous arrivez, tchac, allez, vous construisez 3000, 2000, là c'est bon ça. Et on n'a pas le temps d'attendre. Hein, c'est l'époque Emmaüs, etc. Hein, donc on a quand même le feu dans la maison. Donc réhabiliter du centre ancien, très compliqué. On ne le fait pas. On ne le fait pas, c'est-à-dire que le privé ne le fait pas. Et les HLM, ils n'aiment pas ça. Trop compliqué. Non, les HLM, ils construisent à la campagne. Donc, là encore, on crée des périphéries en dehors du centre-ville. Du coup, on participe au déclin du centre-ville. Parce que la petite fuite d'eau qu'on n'a pas été capable de réparer, 10 ans après, elle est grande comme ça. Donc le propriétaire, lui, les locataires, on va dire normaux,
qui sont capables de payer, ils sont barrés. Et le propriétaire, lui, il loue toujours son bien. À qui? Ah ben, celui qui accepte d'avoir un trou comme ça dans le toit. Vous n'avez pas besoin que je continue la démonstration. Vous avez de plus en plus une dégradation du bâti qui fait que ça commence à se concentrer, ce qui n'était pas le cas historiquement, des pauvres, voire des très pauvres. Et la caractéristique des gens qui commencent à ce moment-là à habiter le centre-ville, ce n'est pas d'être des étrangers, c'est d'être des pauvres. Ah, il se trouve que c'est la même chose. Mais ne nous trompons pas, hein, si c'était des consuls d'Algérie et autres, ça ne poserait aucun problème. Donc, attention, ce sont des phénomènes socio-économiques. Ce n'est pas la nationalité qui compte. Si on rajoute à ça, et je terminerai là-dessus, cette partie-là, que avec Raymond Barre, 77, on passe en matière de logement de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Je développe peut-être un petit peu pour vous, parce que je ne sais pas si vous savez, bon, disons avant. Donc, jusque-là, ce n'est pas un avant très lointain. Quand on construit 100 HLM, ça vaut 100. L'État va vous filer une aide à la pierre, c'est-à-dire on aide le bâtiment. C'est pour ça qu'on dit l'aide à la personne. Ça vaut 100, l'État vous en donne 50. Alors on se bat, non, c'est plus, moi je veux 60, non mais t'auras que 40. Là c'est le jeu politique. Voilà. Il y a une aide à la pierre. Bon d'accord, allez, on va faire simple, ça coûte 100, tu as 5 ans de subvention. Là, tchac, on enlève. Je prends et je le retire. Du coup je fais un emprunt, parce que personne n'a d'argent dans ce pays. Surtout pas les mouvements HLM. On emprunte sur le marché 50. Et ça, évidemment, c'est un emprunt, alors à 30 ans, c'est la belle époque, hein, caisse des dépôts puissante, etc. On ne s'est pas amusé avec Redexia, qui finira par un scandale. Hein. C'est la caisse des dépôts sérieuse, hein, qui va prêter à 30 ans, 40 ans, donc on a le temps de rembourser, mais on rembourse que la moitié, on rembourse que 50. Donc le loyer payé par le locataire, il est fruit de ça, c'est-à-dire il y a le fruit d'un écrasement, on ne rembourse que la moitié, en fait, de l'investissement, et il est allé dans le temps. Avec Raymond Barre, on nous explique toujours les meilleures intentions. Oui, non, mais ça, c'est pas bien, vous comprenez, parce que vous aidez la classe moyenne comme les pauvres. Donc, on va faire un truc qui est vraiment un truc de justice sociale, c'est qu'on va plus aider la pierre, ça plus aider la pierre, franchement, c'est bête. Il faut aider les personnes. Donc, plus vous en avez besoin, plus on va vous aider. C'est difficile, ça, hein, de se dire... Ah, nous, on avait compris le truc ici. Hein. Donc, de faire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tort, d'ailleurs. Hein. Il a arrêté toute construction. Parce que donc, on a aggravé la situation. Le système légal a aggravé la situation. Pourquoi? Parce que quand on vous dit, bon, bah alors ce qui valait 100, on vous donnait 50, bon, on vous donne 0. Mais c'est pas grave. Vous allez emprunter 100. Mais par contre, le locataire, lui, s'il a besoin, aide à la personne, on va lui payer. À payer. Et plus vous êtes pauvre, et plus je vous aide. Résultat des courses, la classe moyenne, c'est barré du mouvement HLM. Donc elle est passée en périphérie. Continue le truc là. Donc toute la classe moyenne qui était là dans les années 60 dans le mouvement HLM, dont les rapatriés, dont les fonctionnaires de police, c'était très divers. L'aide à la pierre permettait la diversité. Là, au bout de 20 ans d'aide à la personne, vous avez maintenant des ghettos de pauvres. Et je répète, les pauvres dans la société française contemporaine sont en effet, pour une grande majorité, des migrants récents. Donc on a créé des ghettos de migrants, c'est intelligent. Là où il y avait une mixité sociale, il n'y en a plus. Là où il y avait une mixité d'origine, il n'y en a plus. Mais ça, ces phénomènes-là, quand vous commencez, 20 ans après, vous les prenez. Hein. On les a. C'est pas la peine de dire « Ah merde !» Ou alors maintenant, on vous dit « Ah mais c'est à cause des grands ensembles, vraiment !» Vous avez le discours moralisateur. Ces pauvres gens, quand même, comment font-ils pour vivre dans ces grands ensembles? C'est l'horreur. C'est un discours compatissant, c'est les pires. Donc, parce que la conclusion, c'est quoi? Il faut les détruire, ces grands ensembles. D'accord? Vous mettez les gens où? Ah ben ailleurs. Mais pas chez moi. Hein. C'est pas la peine de démolir. Donc, il y a tout un discours idéologique là, qui, d'accord, si on peut... Évidemment, ça ne marche pas. Parce qu'à Marseille, vous pouvez décider de créer une population qui résiste. Hein. Que ce soit dans le centre-ville, que ce soit dans les grands bâtiments. Et surtout, les grands ensembles, nous avons ici le plus grand ensemble européen qui est la Rouvière, ne pose strictement aucun problème. Parce que là, souvent, je leur demande ici, à donner aux autres, j'ai dit, attendez, alors d'accord, bon. Alors, les grands ensembles, c'est caca, et première arrête. Et là, ils ont arrêté, ils sont arrivés, ils sont tout arrêtés, très bien. Alors, évidemment, on ne construit plus. S'il faut loger tout le monde au pavillon individuel, alors là, on n'a pas fini. Hein. Là, on leur dit, alors, voilà, oui, mais parce que tu comprends, c'est pour ça qu'il y a de la délinquance, de la drogue. Je dis, d'accord. Alors, vous considérez que c'est à partir de quel étage qu'on devient délinquant? C'est le 3e, le 4e, je sais pas. S'il doit y avoir un lien. Bon, généralement, la conversation s'arrête là.
C'est pas anecdotique, je vous le dis, c'est-à-dire qu'en fait, ils construisent des trucs sans ascenseur. C'est ça, maintenant. Ah, on construit, mais pas plus de 3 étages. Pas d'ascenseur. Et donc, évidemment, on a étranglé encore plus l'offre qui était déjà extrêmement difficile, d'autant que le parc ancien, donc c'est un phénomène extrêmement compliqué, dans la mesure où on a étranglé le mouvement HLM. Pendant ce temps-là, on ne construisait plus de mouvement de logements sociaux, effondrement quantitatif du nombre de logements sociaux, et donc il y a toute une partie de la population. Donc le flux dans le logement social, parce que le logement social, c'est pas un stock de personnes, c'est un flux. Vous pouvez commencer, vous êtes jeune, vous êtes là, puis après vous en prenez un, puis après vous partez, tiens, ça bouge. Là maintenant, plus personne ne bouge. Et au besoin, on triche. Donc le grand-père, il est mort, non, on ne le dit pas ça. Mais il y a toujours son nom. Puis alors on vous domicilez chez monsieur machin. D'accord, ça arrange. Le fils d'HLM le sait très bien, puisqu'il est lui-même issu de ce système clientéliste. Donc tout ça va bien. Donc il n'y a plus de flux. Donc si vous êtes la classe moyenne, vous êtes obligé de vous barrer, si vous pouvez. Sinon, tout le monde s'accroche au petit morceau de gras qu'il a. Et les plus pauvres sont solvabilisés. Alors ça, c'est les seuls qui sont solvabilisés. Parce que plus vous êtes pauvre, moins vous pouvez payer, plus la caisse va payer pour vous. Ce qui fait que les autres HLM ont plutôt intérêt à se remplir. Tant qu'à faire, on va prendre ici que des Comoriens. Là, que des... Ah oui, évidemment, le loyer est payé. Alors après, l'ascenseur, il est pété. Waouh, bah, écoute, c'est des Comoriens, on s'en fout. Hein. On est où, là? Il y a ça. Autre phénomène de cet étranglement de l'offre, le parc privé de fait, c'est-à-dire ici, là où vous êtes, devient extrêmement attractif. C'est-à-dire que des immeubles totalement dégradés, vous allez en voir, mais se louent extrêmement cher. Et là, il n'y a plus d'APL. Donc plus vous êtes pauvre, si vous n'avez pas la chance d'être dans les grands ensembles, alors là, vous êtes bien exploité. Donc en fait, on a aggravé encore la situation. Par rapport à ces deux grandes dimensions, hein, que sont les grands mouvements de fond et l'impact urbain, on voit bien qu'au terme de tout ça, on a une économie qui est à plat, compliquée. On a une classe moyenne qui est partie. Ça veut dire que vous êtes dans la ville, les plus grands écarts de revenus. Ici, vous avez des très très riches, ils vivent très très bien, vous inquiétez pas. Ils ne se montrent pas, hein, c'est à la mode marseillaise. Hein. C'est à Aix que vous verrez les belles villas, etc. Ici, tout le monde est sous la table. Hein, c'est d'ailleurs des lotissements maintenant, donc vous ne rentrez plus. Le développement des lotissements, c'est quelque chose de spectaculaire. Et vous avez le fait que Marseille est devenu un cul-de-sac. Vous regardez une carte. Vous descendez de Paris-Lyon, on prend ça. Hein. Vous allez à Turin, à Milan, hop, vous allez avoir maintenant le TGV qui n'a pas besoin de bâtiment. Essayez d'aller en train à Gênes, hein. Je ne vous le recommande pas. Voilà, il faut avoir du temps. Hein. Et Barcelone, maintenant vous allez en TGV, on a dit, ah mais on peut faire Marseille-Barcelone en TGV, c'est génial. Bon, d'abord, c'est pas des lignes de TGV. Mais surtout, vous commencez par remonter, qui m'a expliqué, de Marseille, vous remontez à Avignon. Vous remontez, vous redescendez. Il faut vraiment avoir envie de venir ici. Hein. Donc vous voyez, la difficulté, là, c'est... Là, comment on fait hein? C'est pas gauche-droite, là. Hein. On est sur des phénomènes... Alors, par rapport à ça, le troisième volet, c'est le côté de... Comment les stratégies publiques se sont-elles calées par rapport à ça? Bon, moi j'insiste comme ça, je le dis sur la... D'abord, il faut remobiliser le personnel municipal par rapport à ces enjeux-là, ce qui est une hérésie ici. Ça s'est fait à un moment donné, ils ont vite arrêté. Je veux dire par là, vous avez quand même un outil, c'est l'outil municipal, il est là, c'est des milliers de gens. Ils sont porteurs, ou ils sont porteurs d'un projet, et ça marche. Ou bien, alors au contraire, c'est la situation où on est arrivé ici, vous le verrez dans les débats sur les élections municipales, ce que d'aucuns dénoncent, c'est la cogestion avec un syndicat, FO en l'occurrence. Ce serait un autre, ce serait pareil. Hein. Donc ça, alors évidemment, on en reparlera si. Vous avez les outils publics qui ont été menés sur le centre-ville. Il y en a eu plein. Bon, je me rappelle la mission centre-ville des années 90. Bon, les Fauchons, tout ça. On n'a pas attendu. Mais en même temps, on voyait bien que tant qu'on restait avec des infrastructures publiques, on n'aurait jamais assez d'argent. C'est une ville pauvre. Je l'ai dit, c'est une ville pauvre. Il n'y a pas de taxe professionnelle. Et la taxe d'habitation n'est payée que par moins de la moitié de la population.
faut savoir que par rapport à Lyon, à assiette fiscale identique, quand sur une assiette fiscale identique, Lyon lève 100, nous levons 40. Voilà. Donc après on dit, ah, mais vous êtes mauvais, il y a des trous dans les rues partout. Ouais, d'accord, d'accord. Donnez-moi ce qu'ils ont les autres, on va voir. Financement des transports en commun, avec un impôt spécial qui est l'ancien versement représentatif de la taxe sur les salaires. On voit la taxe sur les salaires, on voit ça, c'est travail. À un taux identique, à Lyon, ils récupèrent 3 fois plus d'argent que nous. Ce qui fait qu'il leur permet d'avoir des taux inférieurs avec 2 fois plus d'argent que nous. Ce qui fait que nous, quand le budget des transports en commun, on prend toute la taxe, on met tout pour les investissements, il n'y a rien pour le fonctionnement. Donc c'est-à-dire c'est le ticket. C'est l'usager ou le contribuable. Déjà on est des contribuables peu nombreux et ils n'ont pas d'argent, et on va continuer. Donc les mécaniques de centre-ville, on voit bien que c'était insuffisant, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'au début des années 80 et 80, ils avaient lancé les PRI, dont parlait Daniel tout à l'heure, qui étaient de décider de faire appel à de l'argent privé pour continuer les infrastructures publiques avec l'argent public, mais on allait aider les propriétaires privés à réhabiliter eux-mêmes leur patrimoine. PRI. Ça marche. Alors, il n'y a pas d'argent qui arrive, mais par contre, c'est sous la forme d'une défiscalisation. Vous mettez 100, vous allez en récupérer 100, je crois, sur 90, c'est énorme. C'est énorme. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent, qui payent beaucoup d'impôts, ils ne sont pas nécessairement marseillais. D'ailleurs, ils étaient très peu marseillais, ceux qui répondaient. En fait, c'est un placement financier. Vous allez chez votre banquier, vous achetez du Paribas, vous achetez de je ne sais pas quoi, ou vous achetez du PRI de Marseille. On sait comme ça, on s'en fiche. Mais vous mettez 100, la seule chose que celui qui met les 100, il veut pas savoir où c'est, il s'en fiche. Il veut un certificat fiscal qu'il a bien dépensé 100. Donc ça, il le met sur sa note d'impôt, et après il retire 100 de ses impôts. Là, une machine folle s'est mise en place. Machine complète, parce que ça peut se concevoir. Moi j'étais pour d'ailleurs, mais à condition qu'on respecte ça. Et à ce moment-là, c'est déclenché sur le centre-ville une mécanique absolument infernale où on s'est servi de l'outil public que sont les déclarations d'utilité publique. Parce que si le privé fait le boulot, il fait le boulot. Si 40 ans après la fin de la guerre, c'était toujours pas fait, c'est qu'il fallait changer de braquet. Donc, et comme ce n'était pas la puissance publique, que ce soit communale ou l'État ou n'importe quoi, qui allait s'emparer des logements, on en avait acheté pas mal. Hein. Oui. On avait un parc de logements énorme, on ne savait pas quoi en faire. Donc souvent, quand la puissance publique rachetait, ça participait de la dégradation. Donc, par contre, que le privé investisse à coup avec l'incitation fiscale, et on a mis un outil qui s'appelle Marseille Aménagement, qui était la grande machine qui faisait le boulot pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils allaient voir les propriétaires privés, en disant voilà, il y a eu une déclaration d'utilité publique, parce que sinon quand même c'est la République française, vous ne pouvez pas bousculer les gens. Hein. Il y a une déclaration, vous êtes dedans, vous avez 2 ans pour faire les travaux. Si ce n'est pas fait dans 2 ans, je vous exproprie. Vous les faites, très bien, merci, au revoir. Vous les faites pas, eh bien alors soit on se met d'accord, je rachète, soit je vous exproprie. Et du coup, c'est assez fort quand même, hein, c'est pour ça qu'il faut une déclaration d'utilité publique, contrôle du Conseil d'État, est-ce que c'est bien? Ce qu'ils ont oublié là-dedans, c'est qu'une déclaration d'utilité publique dans la République française, vous ne bousculez pas les gens, hein, c'est pas que des immeubles. Hein. Donc il y a des gens qui sont là en début d'opération, ces gens-là doivent être là en fin d'opération. Mais voyez-vous, comme le centre-ville est vide pour la raison que je vous ai indiquée, il y a de la place. Mais si vous laissez les margoulins sans contrôle, ils vont se déchaîner. Et donc, un outil public qui avait parfaitement sa cohérence, c'est petit à petit transformé en une formidable pompe spéculative et participant à l'évacuation forcée des gens. Alors, c'était jamais Marseille Aménagement qui expropriait, hein. Jamais qui prenait des gens, jetant les matelas par la fenêtre. Généralement, c'était le 14 août, le 13 juillet, le 2 novembre, tous les moments clés où il va y avoir, on ne va pas trouver, on revient le lundi, ils sont déjà partis. Là, c'est bête. Pourquoi ils font ça? Parce que quand vous avez un immeuble occupé, il peut être vétuste, il peut être dégradé, il est dégradé. Et s'il est occupé, oh là là, c'est compliqué ça. Là, il faut une décision de justice pour sortir les gens, on sort pas. Si il y a un type qui va faire le boulot pour vous, hein. Voilà. On ne sait pas qui, hein. Voilà. Mais le lundi, c'est vide. Voilà. Alors là, ça devient, on le met sur le marché. C'est ça qui s'est passé au western, qui s'est passé là.
Dans la suite des opérations sur les outils publics, il y a eu ça qui a complètement échoué, et dont d'ailleurs la Société Marseille Ménagement et donc le maire de Marseille se retrouve au pénal aujourd'hui, grâce à l'action que nous avons menée, votre serviteur et Centre-Ville pour tous. Vous aurez tout ça dans les rapports vous les avez déjà dans les rapports de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, qui dénonce tout ça très tranquillement. Alors eux, c'est un langage complètement... on se demande, voilà, c'est très... Il n'y a pas de transpiration là, hein, c'est très clinique. Mais n'empêche qu'ils sont la Chambre régionale l'a transmis au parquet, en employant le mot de corruption. Voilà. Il y a évidemment une défaillance de la puissance publique, parce que comment des travaux ont-ils généré des exonérations fiscales alors qu'ils n'ont pas été faits? Parce que c'est ça. Hein, alors comment n'ont pas été faits ces travaux? Ou alors, ah bah c'est dommage, mais bon, ne parlons pas d'ascenseur, il n'a jamais fonctionné, mais même la couche de peinture, au bout de 3 mois, elle était, etc. Toute la cage, ça a été salopé. Là où il aurait fallu faire 10 de travaux, ils ont fait 1. Pas eu de petits bénéfices là-dessus, hein, et nous en parlons. Il y a eu la stratégie des zones franches, la périphérie, des zones franches, qui a donné de bons résultats, qui participe quand même de l'idée que si on ne se développe pas, c'est à cause de l'imposition. Ça, c'est quand même un truc qu'on pourrait discuter. Hein. Ça a bien fonctionné, ça a d'autant mieux fonctionné que d'ailleurs s'y sont installés plein d'entreprises qui étaient ailleurs dans Marseille. Hein. Ça, personne ne sait d'où viennent les entreprises qui s'installent dans les zones franches. Vous avez, alors plus intéressant, je vais en citer deux, vous avez l'outil Euromed, et bon, l'outil Euromed, alors lui c'est une conception Vigourou-Balladur. Hein, Vigourou-Balladur. Vous voyez, c'est... Alors quand je dis ça, ça veut dire que tout à coup l'État qui était hyper puissant, qui était devenu évanescent dans les périodes 60, 70, 80, à partir de là va revenir. C'était assez surprenant pour nous qui avions fait la décentralisation. Quand même, la question de faire, la loi de décentralisation, c'est... Aujourd'hui, l'État est redevenu un acteur majeur dans la ville. Et malheureusement, je dois dire, heureusement qu'il est là. Donc, Euroméditerranée, c'est un établissement public d'État, dans lequel l'État contrôle tout. Hein. Bon, il y a un président du conseil d'administration, tout ça, ça c'est pour les indigènes, ça. Voilà. Mais le directeur général, il est nommé par un conseil des ministres. Hein. Et c'est un ingénieur d'État, et il sait à qui il doit son poste. D'ailleurs, au besoin, on lui rappelle en le débarquant, ce qui est arrivé régulièrement. Le Euromed, c'était vraiment l'idée. On voit bien que premier arrondissement, deuxième arrondissement, tout le secteur du port, il est devenu en vrac. C'est des zones abandonnées. Et pour certaines, ce sont des zones qui relèvent du tiers-monde, voire du quart-monde. Et je voyais une statistique nationale qui disait l'autre jour que dans le 3e arrondissement, c'est le quartier le plus pauvre de toute la France. Hein, ben, on est plutôt bon à tenir le coup. Hein. Et l'idée, c'était voilà, de partir de cette déchirure, de cet effondrement, et de reconstruire. Alors, évidemment, alors après, il y a la version positive et la version négative. Le bilan est quand même pas mal. Alors, heureusement qu'on l'a fait. Et merci à l'État. Après, est-ce que ça s'est bien passé partout? En particulier, lorsqu'il s'agissait de la protection des habitants qui étaient là, à l'évidence, heureusement qu'ils n'étaient pas tout seuls. Hein, et qu'il y a eu là, à ce moment-là, mais à la fois fort de l'expérience d'un tissu associatif extrêmement puissant, qui était devenu puissant, parce qu'entre-temps, la capacité de nuisance de Centre-Ville pour tous, sur la rue de la République, était forte de son expérience. C'est-à-dire qu'il s'était battu pendant 10 ans tout seul, dénonçant, etc. On s'en fiche, on rigole, voilà. Sauf qu'ils ont saisi les tribunaux. Et avec les tribunaux, c'est toujours lent. D'abord, il faut payer de notre poche, c'est des tontines entre nous, et les tribunaux, c'est lent, ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et finalement, évidemment, chaque fois on gagnait. Parce qu'il y avait des gens comme Nordine, qu'on verra tout à l'heure, qui, eux, il faut voir les petites mains. Hein. On voit quand même que la puissance publique ne fait pas son travail. Ils étaient dans tous les hôtels meublés, ils avaient le nom personnel des gens qui étaient là. Parce que la puissance publique vous protège, vous n'avez pas le droit. Mais une fois que le type il est viré et que vous ne savez pas qui c'est, eh bien adieu moi. Mais si vous avez un genre Nordine à Boakil qui arrive, non, attendez, moi j'ai la liste. Ils sont là, tribunal. Évidemment, les malheureux, 3 ans après, ils sont un peu partout. Mais ça ne fait rien, la justice va vous donner raison. Réparation, oulala, mauvais ça, oulala, parce qu'en plus le maire il n'aime pas. Je dis, non, vous avez été condamné, oulala, mauvais. Voilà. Et donc, appel, recondamnation. Donc là, ils vont commencer à arrêter là. Et donc, 3 ans après, ils sont un peu partout. Mais ça ne fait rien, la justice va vous donner raison. Réparation, oulala, mauvais ça, oulala, parce qu'en plus le maire il n'aime pas. Je dis, non, vous avez été condamné, oulala, mauvais. Et donc, appel, recondamnation.
Ça a pris, allez, ça a pris entre 7 et 8 ans, ça, pour arriver à ce qui fait que les mêmes sur la rue de la République, qui vient beaucoup plus tard, la rue de la République, c'est plutôt 2000, 2005. Bon, là, attention, il y a des gens, on sait que c'est des costauds, c'est des méchants, ils vont gagner, et l'État quand même a compris que, bon, peut-être il avait été légèrement défaillant dans l'application des DUP sur la nationale. Et donc ça se passe autrement. Bien, pas bien, il y a toujours des confrontations. Dans tous les cas, le fait qu'il y ait eu cette opération nationale a complètement bouleversé la donne. Le danger, quand même, c'est que ça n'est pas la Canebière. Et donc, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un nouveau centre de Marseille qui va encore plus enfoncer le centre traditionnel? Et vous le verrez, il faut absolument que vous alliez voir le Mucem, évidemment, la Villa Roselia, pardon. On y va demain, oui. Bon, c'est spectaculaire. Ce que vous allez voir est spectaculaire, et c'est rien par rapport à ce que ça va être encore dans un an. Et il faut vous interroger sur, aujourd'hui, le type de construction qui est fait sur place. Voilà. Alors, je termine, Daniel, je termine. Donc, à la fois super, mais vous voyez, c'est un truc qui est décidé en 95, on est en 2013. Donc, intégrez ça. La lenteur, l'inertie. Et là, c'est l'appareil d'État dans tout ce qu'il a de meilleur. On a vraiment des gens performants, on a des bons quand même. Ils sont à l'abri des pressions politiques, ils sont malins, il y a des sous. Vous avez l'État dans ce qu'il a de meilleur. 95, 2013. Parce que nous, dans un premier temps qui a dû durer peut-être 10 ans, on n'a rien vu. Nous, on savait. Et encore, on savait. Vous voyez à peu près où on allait aller. Il fallait casser la passerelle, faire des souterrains, ça on savait. Mais avant que ça se fasse, donc la population, elle ne comprend rien, elle s'en fout d'ailleurs. Et puis c'est pas vrai, tout ça c'est des trucs de techno. Puis après vous avez le chantier, voilà, ils nous ont encore suivi la circulation. Et là, les chantiers, ça vous met un chaos urbain. On a arrêté l'autoroute qui arrive sur la porte d'Aix, on a reculé d'1 kilomètre. N'en parlons pas de ça, des trucs. En même temps, c'est grâce à ça que, et je termine là-dessus, Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013. C'était le dernier coup là qu'on vient de terminer l'année. Si ça a pu se faire, c'est largement grâce à l'Euromède. Parce que vous prenez tous les bilans que vous voudrez, et puis nous on est capable de vous mentir, de vous raconter n'importe quoi. Si vous retirez le Mucem, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien. Non. Mais quand on vous dit qu'il y a eu tant de millions de visiteurs, déjà il faudrait se calmer. Mais ils viennent voir le Mucem. Et du coup, ils font le tour du Vieux-Port. Heureusement, in extremis. On a réhabilité, à minima, le quai des Belges, c'est tout. J'appelle la réhabilitation du Vieux-Port. Mais c'est bien. On a quand même dégagé, on peut marcher à pied. C'est original. À Marseille, c'est très original de marcher à pied. Faites très attention. Normalement, une voiture qui va vous empêcher de marcher sur le trottoir. Et s'il n'y a pas de voiture, il va y avoir un trou, une crotte de chien, un bretellé, enfin, c'est désastre de la gestion de l'espace public. Désastre. Ça, c'est du détail, il n'y a pas besoin de grands stratèges. Donc, Marseille-Provence 2013, pourquoi ça a pu marcher? C'est qu'il y avait à la fois une anticipation, mais qui n'avait rien à voir avec Marseille 2013. C'est la friche de la Val de Mai. Je ne sais pas si vous allez y aller. On y va demain. Bon, ça c'est essentiel. Il y a une friche industrielle, l'ancienne cigarette, là, qui depuis 20 ans est mis en... Enfin, il y a une espèce de mayonnaise qui marche avec des saltimbanques de génie, et malins, très malins, qui naviguent, là. Ils en ont fait quelque chose d'exceptionnel. Enfin, surtout connu en dehors de Marseille. Parce que pour y aller, je vous recommande. Non mais, il n'empêche que ça fait rien, c'est une image de marque. Et quand il y a eu l'idée géniale de répondre à la candidature, de présenter une candidature, heureusement qu'il y avait la friche de la Val de Mai, parce que le Mucem il n'existait pas, d'ailleurs il n'était pas financé, il n'y avait rien. Donc là il y avait quand même, pour un jury européen, ça avait ce qu'on m'a dégradé, il y a des tags partout, mais c'est ça qui plaît. Donc là, ça gêne personne. Par contre, la friche de la Val de Mai s'est pris plein pot l'impact de Marseille 2013 sur la tête, et ils sont en chute en ce moment. Parce que maintenant, les mêmes qui venaient à la friche, ils vont au Mucem, ils vont là, ils vont plus à la friche. Donc attention, hein, on fait un truc, on balance une boule, bam, celle-là qui a été lancée, elle dégage, ça n'est une autre qui part. Et le Mucem a été mis là après la candidature de la... Parce qu'on a... Heureusement, il y avait Euromède. Donc on avait des terrains. Nous, 15 ans avant, on n'avait pas dit il y aura le Mucem à cet endroit-là.
Ça, c'est un truc qui est sorti beaucoup plus tard. Ou plutôt, on l'avait mis là. D'abord, c'était le musée des rapatriés. Un truc mélancolique qui était fait pour que chaque rapatrié puisse venir avec sa boîte de Kleenex. Je caricature. Il appuyait sur des boutons, il se voyait, ses grands-parents, etc. Tout le monde pleurait. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais enfin, ça nous a pris 10 ans, cette histoire-là. Le musée, après, on l'a dit, on l'a fait ailleurs, puis alors, on l'a fait tout. Non, mais ici, on est quand même la capitale des projets qui ne déboulent jamais. Pour certains, heureusement. Mais en attendant, après, on a dit, bon, bah, on va faire le MUSEM. Mais ça, c'est l'État. Le MUSEM, c'est l'État 100%. Hein. Et quand c'est pas l'État, c'est Euromed. Donc, ok, on prend de l'argent des collectivités locales, mais enfin, ils sont là pour l'inauguration. Hein. Pas nous embêter. Sauf que, par exemple, c'est là où on voit la difficulté de la gouvernance de l'action publique, à un moment donné, donc ça se passe, ça se déroule, on est content, hop, on réunit le jury international, l'État, la direction nationale des musées nationaux, je veux dire, là vous avez l'administration de la République, hein, on ne rigole pas, ils se réunissent un matin, qu'est-ce qu'on apprend le jour même? Ah, le maire de Marseille, il va déposer sa candidature de Marseille pour la Coupe de l'Amérique. C'est chic la Coupe de l'Amérique. Évidemment, vous avez le lobby des commerçants de pub. Hein. Alors là, c'est génial. Hein. Et alors, vous mettez la Coupe de l'Amérique, vous allez voir votre ville, on vous donne des chiffres de développement absolument effrayants, et vous ne pouvez pas résister. Et donc, ils n'ont pas résisté. Le jour même, donc, le jury était en train de discuter, et bien, il a annulé ses travaux. Donc, quand vous saurez ce que... Parce que c'est évidemment la Coupe de l'Amérique, elle était sur le local, sur le terre-plein, que vous verrez demain. Donc ils ont dit, bon, c'était il y a 10 ans. Bon, bah, écoutez, quand vous saurez ce que vous voudrez, ciao. Nous, on était là catastrophés. Mais des millions d'euros de l'État qui étaient mobilisés. Heureusement, vous imaginez que quand Jospin est arrivé, on a quand même fait la musique douce. On a remis, parce qu'évidemment, on n'a pas été retenu par la Coupe de l'Amérique. Je veux dire qu'on y a largement participé. C'était des élus du conseil municipal. Il y avait les gens du jury de l'Amérique qui étaient dans la tribune. Moi, je me lève en disant, je vous préviens. Vous voyez, parce qu'ils allaient faire un port, évidemment. Tout ça, c'est pas parce que la Coupe de l'Amérique, on s'en fout. C'est fait pour des prétextes, pour autre chose. Donc, ils faisaient un port avec des anneaux. Alors ça vaut de l'or. Hein, pour les yachts, à l'entrée du vieux port, dans un endroit qui est historique, au pied du Fort Saint-Jean. Il y a un truc de fou. Et nous qui sommes des marins, on sait que c'est un endroit extrêmement dangereux. Parce que là, le Mistral, il y va. C'est pour ça qu'après, il y a le port, c'est une calanque en angle. Vous ne rentrez pas de la mer comme ça. Vous faites ça et ça. Et cette petite bifurcation vous protège. Vous faisiez un port. Donc plusieurs sens. Le MUSEM. Là où se trouve le MUSEM. Et là, évidemment, là, tous les gens qui ont des yachts, etc., c'était super, c'est bien. Moi, j'ai dit, je vous préviens, évidemment, les gens, ils entendent là. On déposera des recours devant le tribunal, on ira en appel, ça prendra le temps qu'il faut, mais on ne se laissera pas faire. Évidemment, les autres, ils sont du monde, ça va. Sont allés à Valence. Bon, il faut dire que les boueux, le ramassage des ordures ménagères nous avait aidés, puisqu'ils étaient en grève à ce moment-là. Donc, il y avait des missions de ordures. Tout ça pour dire que le coup de Marseille 2014-2013, c'était pour nous extrêmement important, parce que ça participait à un repositionnement autour de la ville créative, autour de l'intelligence, autour de la culture. Et heureusement qu'on avait le MUSEM comme tête de pont. Parce que c'est pas la balade des moutons, là, qui aurait servi de quoi que ce soit. Nordine, tu es le bienvenu. Voilà Nordine Abouakil dont on vous a déjà parlé. Donc, l'histoire, vous voyez ce que je voulais dire, j'arrête là, elle vient de loin, elle est complexe, et elle n'est pas terminée. Ça continue. Qu'est-ce qu'on va faire des zones que vous verrez demain? C'est pas encore clair. On avance. Mais au moins, on avance. Avec peu de moyens, une situation économique vraiment pas sympathique, hein, une population extrêmement fragile. Donc après, on parle du clientélisme. Mais oui, quand vous avez des dizaines de milliers de gens qui sont sans formation, sans éducation, sans emploi et sans logement, allez faire une campagne électorale. Hein. Ça se traduit par ça. Hop, sortent un papier de leur poche, ils ne les quittent jamais, sortent 3 papiers. Voilà, ça c'est ma demande d'emploi à la ville, et ça c'est ma demande de logement à la file HLM. Voilà. Tu me règles ça, j'ai toute ma famille qui vote pour toi. Au revoir monsieur. Ou alors on rentre là-dedans. Hein. Et c'est difficile, hein, difficile. Voilà, on n'est pas dans le débat, voilà, c'est difficile. C'est une population extrêmement fragile, c'est difficile, on n'a pas de moyens. Il ne faudrait pas que la puissance publique en rajoute dans les difficultés. Malheureusement, ce qui est en train de se passer. Voilà, moi j'ai rempli mon contrat.
Nordine arrive. J'ai pu me libérer. C'est sympa. Pour lui lancer la balle éventuellement, si tu me permets, j'ajouterai 4 points très rapidement. La première, c'est que derrière ce que vient de vous dire Philippe, l'insalubrité, les marchands de sommeil, ça existe toujours. Donc ça, c'est Nordine qui va vous l'expliquer dans un moment. Et vous amener sur le terrain pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. La deuxième, c'est que sur Euro-Méditerranée, nous voyons apparaître un nouveau phénomène qui va se traduire très probablement et très rapidement par une bulle immobilière sur les bureaux, car on est en train de construire des surcapacités de bureaux, alors même que Marseille n'a pas la puissance économique de générer des bureaux et de pouvoir leur donner, je dirais, la production, si je puis dire, nécessaire. Troisième élément, Philippe ne l'a pas évoqué, mais c'est un oubli de sa part, tous les observateurs aujourd'hui font de l'espoir d'une économie fondée sur la croisière. Et ça, vous entendrez dans tous les discours que vous aurez un plaidoyer sur la croisière, nouveau secteur économique qui viendrait au secours de Marseille. Interrogeons-nous sur la réalité et interrogeons-nous sur la permanence et l'avenir compte tenu de l'évolution du monde que a décrit tout à l'heure Philippe. Et puis, pour en rajouter à ce que vient de dire Philippe sur heureusement que le Muséum existe et heureusement que la Coupe américaine n'a pas eu lieu, eh bien aujourd'hui, comme on fait toujours le même scénario des espoirs déçus, aujourd'hui on est en train de penser Marseille, capitale olympique. Je vous laisse ensuite réfléchir sur la question. Donc, ce que vient de nous décrire Philippe, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre parce qu'il nous synthétise, je dirais, ce que nous avons besoin de comprendre dans une ville où parfois nous sommes, nous-mêmes qui la connaissons, parfois nous sommes surpris de ce qui s'y place. Et je pense que vous avez eu raison de venir faire votre voyage d'études ici, car au moins vous pouvez emporter avec vous une autre image que celle qu'on vous donneront les imprimés, les meilleurs qui soient promus dans cette ville. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Il y a plein d'autres choses qui ont été abordées. On pourra se revoir à Paris, parce qu'il y a au moins un volet. Mais vous voyez que c'est quand même compliqué. Je préférais décortiquer. C'est la question de la gouvernance. Mais bon, nous avons affaire à des experts avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord, donc c'est encore plus intéressant. Je l'évoque simplement comme ça. C'est qu'on voit au bout d'un moment, les problèmes ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Ici ils sont passionnants. C'est pour ça que vous avez des gens passionnés, parce que sinon c'est extrêmement, c'est difficile, c'est à peine on l'a compris. Il ne faut pas que la gouvernance soit un problème de plus. Or, c'est le cas. Parce que vous avez comme un discours, alors je me permets, parce que je suis ici et vous êtes en bas, provisoirement, c'est tout l'enjeu métropolitain. On voit bien dans ça que, j'ai évoqué, Marseille n'est plus dans Marseille, c'est la métropole. Et quand on parle de la métropole, alors enfin, avec ce gouvernement, on parle de la métropole. Pas de l'espèce de truc rikiki, de croupions qui nous ont fait avec Plan de Cuc et Gémenos. Parce que c'est ça la communauté urbaine. La métropole, c'est Marseille, Aix, Fos, La Ciotat, Vitrolles. Oui, là, oui, d'accord. C'est quasiment le département des Bouches-du-Rhône d'ailleurs. On va se demander à quoi il sert celui-là. Enfin, sur le sérieux, parce que sur le pas sérieux, on sait à quoi. Mais oui, si vous faites une métropole où il n'y a pas Fos, déjà le port de Marseille, 80% de la réalité il est à Fos. On se gargarise. Les raffineries, tout ça. L'université Aix-Marseille, ils viennent de fusionner. Il paraît que plus on est grand, plus on est fort. On verra. On verra, parce que pour l'instant, la fusion, ça les a plutôt plongés, d'après ce que j'entends. D'accord. Ah, mais elle n'est pas obligée d'être dure.
la richesse fiscale de l'étang de Berre est de 10 à 17 fois supérieure à celle de Marseille. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller quand même, hein. Une autre fois. Vous allez à Fos, vous avez compris que vous êtes dans une zone où la pluie de lingots d'or, c'est tous les jours. Donc ils ne savent plus quoi faire de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'argent? Ben, déjà, on en perçoit moins. Taxe d'habitation, 0. Taxe d'habitation, 0. Comme nous, on n'a pas de taxe professionnelle parce qu'on est pauvre, on a des taxes d'habitation très élevées. Et comme elles sont très élevées, et qu'il n'y a que la moitié de la population qui la paye, elle est doublée par celui qui la paye. Vous me suivez? Donc là, vous êtes dans des zones Fos, Istres, Miramas, des trucs que personne ne connaît. Syndicat de la ville nouvelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, le syndicat. Alors là, c'est des trucs que personne ne connaît. C'est les plus riches, j'allais dire, de France. Donc évidemment, ils regardent Marseille avec crainte, pour deux raisons. Premièrement, ce sont tous des Marseillais qui sont barrés de Marseille. Demandez qui est le président. C'est tous des Marseillais, on se connaît, ils étaient en deux, etc. C'est la classe moyenne qui s'est barrée. Et qui surtout ne veut pas revivre les raisons pour lesquelles elle s'est barrée. Les étrangers, la saleté, etc. Donc Marseille, oulala, je suis pas sorti pour me les retrouver. Deuxième raison, ils ont plein d'argent. Alors bravo la République française, une et indivisible. Quand nous ici on n'a pas un rond, eux, en se levant le matin, l'argent, le maire a trop d'argent, il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors ok, taxe d'habitation 0. Et alors après on ne sait plus. Alors une fois que vous avez refait le collège, ils ont refait la cathédrale à Istres, très bien. La laïcité avance. Et une fois que vous avez fait le collège, la piscine, des trucs qu'on n'a pas à Marseille. Des trucs qu'on n'a pas à Marseille, des trucs de tennis, mais il faut voir. Pour certains d'ailleurs, vous n'y avez accès que si vous montrez votre certificat de domicile. Parce que si vous êtes Marseillais, non. Je l'ai signé au préfet, on va dire, bon, ah bon, très bien, d'accord. Parce qu'on n'ose pas le dire, mais les Marseillais en question, c'est des Arabes, hein, ils sont de la cité de l'autre côté. Je signale la commune d'Allo, le maire sénateur socialiste. Pas un logement social, l'accès à la piscine d'Allo est interdit aux Marseillais qui sont de l'autre côté, on les voit les tours. C'est bien protégé. Donc, c'est pas parce qu'on est parti qu'on va se rattraper par cela. Deux, ils ont tellement d'argent, alors une fois qu'ils ont fini tous les ronds-points et tout, il faut y aller. C'est magnifique. On est aux États-Unis là-bas, hein. C'est vraiment soft, c'est clean, etc. Mais ils ont encore trop d'argent, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils distribuent des bons d'achat. À condition d'aller dans un commerce de la ville. Voilà. C'est la et on veut faire la métropole. Évidemment, nous, ils nous voient arriver, ils se disent, oh là là, on va perdre tout ça. Moi, je passe mon temps, ce que j'essaie, à dire, non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous prendre votre argent. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Alors, s'arrêter, et je m'arrête là, moi, il ne faut pas recommencer un PM. Parce que si c'est pour refaire la communauté urbaine, qui a coupé les jarrets de Marseille, parce que maintenant, ce sont les gens de plan de cul qui font la loi à Marseille, parce que c'est ça la communauté urbaine, vous avez 900 000, 800 000 habitants de Marseille, et vous en avez 200 000 dans Marseille. Mais comme on fait tellement peur, ah bon, bah alors vous inquiétez pas, les 200 000 seront représentés à 50% du conseil communautaire. Bravo la démocratie, hein. Un homme, une voix, non. Un Marseillais, c'est un quart de voix de non-Marseillais. Très bien. Donc voilà, il faut faire petit, il faut faire gentil. Évidemment, ça donne des majorités, plus personne ne comprend rien. Vous avez un élu président communautaire, une personnalité tout à fait bien d'ailleurs, sauf qu'on ne sait pas d'où est sorti son élection, hein, parce qu'il n'y a pas de programme commun, etc. Il y a une majorité de droite du centre avec un type de gauche. Ouh là là, bon, évidemment, on a fait la gouvernance partagée, comme ça c'est des mots qui plaisent pour la presse, etc. En fait, c'est combine ensemble. Hein. Et il n'y a plus de projet, parce que la communauté urbaine, contrairement à ce qu'on raconte, c'était pas fait pour les grands projets. La communauté urbaine, c'est pour ramasser des ordures. Ce qui fait que là où on a été le plus mauvais, on contamine les autres. Alors, si la métropole dont on nous parle, c'est ça, elle est au feu. Par contre, si la métropole dont on nous parle, et là, le combat, il est loin d'être gagné, il n'a même pas vraiment commencé. Excusez-nous, nous sommes la seule agglomération où la ligne de chemin de fer Aix-Marseille est à voie unique. D'accord. Alors on vous dit, ah non, mais c'est pas vrai, parce que récemment, on a fait une double voie ici, une double voie là. Ouais, d'accord. Et avec le chemin de fer, si même vous avez 1 mètre en voie unique, vous vous arrêtez. Donc tant que c'est pas à 100%, c'est zéro votre affaire. Le préfet vient de déclarer qu'il n'y aura pas de financement d'État. Voilà. Donc là, la métropole, vous nous faites ça, vous nous faites le train Marseille-Aéroport, financer l'université, tout ce qui est grands investissements de transport, grands investissements de formation. Ah oui. Et là, je suis désolé, sur un base de principe de l'égalité fiscale. Et l'égalité fiscale, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne payent pas beaucoup. Et donc là, on payera moins qu'eux. Et quand même.
C'est plutôt par là qu'il faut jouer le coup. Mais pourquoi toutes les communes du département, gauche et droite confondues, hein, sont tous hostiles à la métropole? C'est pour des raisons objectives. Ça, c'est des enjeux qui sont là maintenant. Hein. Et on ne sait pas comment ça va tourner. Hein. Vous avez encore un petit quart d'heure. Hein. Toi, tu en grailles. Je veux bien. Si tu veux, tu présentes. Hein. Daniel a présenté déjà. D'accord. Hein. Tu nous dis un peu pourquoi tu as choisi un itinéraire ou... D'accord. Ah, donc, je m'appelle Nordine Abouakil. J'ai habité le quartier Belzos depuis pendant 17 ans. J'ai eu des enfants qui ont fréquenté les écoles et j'ai travaillé pas loin de Belzos au contact des migrants et en particulier des migrants âgés, ce qui m'a permis de nouer quelques contacts et d'être attentif à cet aspect-là du sort des migrants et en particulier des migrants âgés. Et en 1995, quand on a entendu parler d'un projet de rénovation, il y avait une situation d'abandon, une situation où des vieux retraités du bâtiment et des travaux publics étaient entassés parfois 3, 4, 5 par chambre, dans une centaine d'immeubles qu'on a appelés par la suite les marchands de sommeil. Ces personnes sont toutes en situation régulière, ont toutes 30 ans, 40 ans de travail dans les métiers pénibles, beaucoup en invalidité à cause de la pénibilité du travail et étaient relégués dans des espèces de taudis où il n'y a absolument aucune vie sociale possible. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup sur la place publique. Où on ne peut pas recevoir ni de la famille, ni un ami, ni rien du tout. C'est d'où la notion de marchand de sommeil, on n'y vient que pour dormir. Donc moi j'ai découvert cet univers-là parce que la rénovation était absolument une nécessité, mais était une nécessité compte tenu de la détresse dans laquelle une partie des habitants vivaient. Et donc c'était une nécessité pour qu'il y ait une démarche de gagnant-gagnant, que la ville évolue, que la ville bouge, que la ville change, qu'elle accueille des nouveaux habitants, et en même temps qu'elle permette aux anciens de progresser, de voir leur situation améliorée. Donc c'est un projet de rénovation qui a suscité beaucoup d'espoir, et en même temps beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'espoir et beaucoup d'inquiétude parce que la municipalité Gaudin était peu diserte en information. On n'informait pas les habitants du quartier pour dire il y a un projet qui va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà où on veut arriver. Voilà. Par contre, cette absence d'information a donné libre cours à l'inquiétude qui a été amplifiée, parfois à tort, parfois à raison, a donné libre cours à des rumeurs et a donné libre cours à une réaction de ce qu'on a appelé l'ancienne population, qui sentait que quelque chose ne sentait pas bon. Les seules choses qui arrivaient jusqu'à nous, c'était une espèce d'idéalisation de la nouvelle population. Paris, Bordeaux, Grenoble, pourquoi pas Londres, et ainsi de suite. Une idéalisation qui, ipso facto, conduisait à dénigrer l'ancienne population. Et parfois, on a été plus explicite que ça. On a été plus explicite. Je me rappelle d'une déclaration du maire actuel de Marseille qui disait « Le centre-ville de Marseille est envahi par les populations étrangères. Ce ne sont pas une interprétation, ce sont ces mots. Je serai le maire qui ferait revenir les gens qui payent l'impôt. Sous-entendu, ceux qui ne sont pas d'origine étrangère. On suppose donc que ceux qui sont d'origine étrangère ne payent pas tous l'impôt. Et donc ça, c'était explicite. Donc une tonalité que pour accueillir du nouveau, pour séduire les investisseurs, il faut absolument préparer la vitrine. Il faut absolument faire partir des gens qui étaient là, qui étaient coupables de leur pauvreté, parce qu'on est coupable, parce qu'on a un employeur qui ne vous a pas déclaré pendant 20 ans, et vous vous retrouvez avec une retraite à 600 €. Donc ça devient, vous devenez une tare. Voilà. Et donc la tonalité, c'était
qu'on n'est pas raciste. D'ailleurs, personne n'a dit qu'ils étaient racistes, mais du moment qu'ils répondent à une question qui n'est pas posée, ça pose un problème. Mais pour faire venir ceux qui gagnent 4 000 € par mois, à l'époque on parlait beaucoup de 4 000 €, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il fallait faire partir des gens. Voilà. Et on a deux possibilités, ou faire une rénovation, je rêvais tout à l'heure en disant gagnant-gagnant, en disant que c'était l'occasion pour les anciens de profiter et en même temps d'accueillir des nouveaux. Il y a la loi. Il y a le code de l'urbanisme, il y a le code de la construction, puis il y a la loi tout court, hein, qui fait que les habitants réguliers, et il n'y avait que des habitants réguliers, on n'a pas le phénomène de squat, de sans-papiers, ainsi de suite, on n'avait pas ça, on a que des gens qui ont laissé leur santé dans les chantiers, ont des droits, ont des protections, à savoir qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de quitter son logement sans lui proposer un relogement décent dans le secteur où il a toujours vécu, un loyer qui correspond à ses besoins. La loi a beaucoup de défauts, mais elle a aussi des avantages pour les plus faibles. Dans son écriture, dans sa construction, elle est protectrice. Simplement, à Marseille, on s'est dit, si on commence à appliquer la loi, si on commence à appliquer la loi SRU, on va perdre 4 ans, 5 ans, parce que les mecs, ils vont faire des recours, ils vont faire appel, ou ils ne vont pas vouloir partir. Donc, appliquons une autre loi qui n'est écrite nulle part, à savoir les évictions non écrites, mais ça n'a pas été très difficile, parce qu'à Marseille, on est aussi intelligent, ça n'a pas été très difficile. On a passé un accord avec les marchands de sommeil, à savoir oral, on a quelques écrits, mais pas beaucoup, oral. La loi nous permet de vous exproprier si jamais vous ne faites pas les travaux. Ça, c'est la déclaration d'utilité publique. Le marchand de sommeil dit, oui, d'accord, mais les travaux, combien je dois faire de travaux? Je peux faire 200 000 € de travaux. La mairie dit, non, 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 200 000 €, vous rigolez, il faut 1 200 000 € de travaux. Il n'y a aucun propriétaire dans le quartier qui pouvait faire 1 200 000 € de travaux. Je vous donne des ordres de grandeur. Hein. Et donc, il y a un certain nombre de marchands de sommeil qui sont obligés de vendre. De vendre à qui? De vendre à Marseille Aménagement. C'est une expropriation amiable. De vendre à Marseille Aménagement. Et là, le sort des habitants va se jouer autour d'une table, à savoir si vous nous vendez vide, on vous l'achète à 400 000 €. Si vous nous le vendez avec les locataires, on est prêt à les acheter avec les locataires, attention, hein, ça sera 150 000 €. Vous avez compris que la différence, c'est la rémunération de la vacance. C'est-à-dire, si vous rendez les immeubles vides, vous gagnez de l'argent. Et beaucoup de marchands de sommeil se sont dit, de toute manière, ce ne sont que des hôtels meublés, ce ne sont que des vieux, ils vont trouver un hôtel ailleurs, et ainsi de suite. Et on a fait fonctionner la machine à expulser des personnes âgées jusqu'à 80 ans. Moi, j'ai vu une personne de 85 ans trembler de peur. Le moyen, c'est très simple, c'est dans 15 jours, je te mets les affaires dehors. Alors pour des personnes qui ne sont jamais allées au tribunal parce qu'elles n'avaient pas à y aller, ne connaissent pas les lois, beaucoup de personnes âgées étaient persuadées qu'en habitant un hôtel meublé, dans la mesure où il y a le mot hôtel, il est nécessairement rattaché au mot précarité. Je n'ai pas de droit, je n'ai pas de bail. Donc, le propriétaire, il est dans son droit. J'ai même rencontré des vieux qui auraient pu faire pareil. Qui peut dire, j'ai un immeuble, je veux le récupérer, pourquoi on m'empêche de le récupérer? Donc je pars. Et on a un certain nombre de personnes âgées qui ont quitté leur logement où elles ont vécu parfois 30 ans dans la même chambre, 25 ans dans la même chambre. Ils ont quitté pour aller dans un hôtel en face. 3 mois après, c'est l'hôtel en face qui les a chassés. Et j'ai vu des personnes qui n'ont jamais fait de mal à personne, comme vous et moi, et qui étaient devenus des errants d'une chambre à une autre, en particulier quand il fait froid l'hiver. Le fait de savoir que dans 15 jours, on ne sait pas où aller, c'était une catastrophe. Alors moi, j'ai été parmi ceux qui ont fait... Comme on n'a pas accès à de l'information transparente, contradictoire, vérifiable, et ainsi de suite, on est réduit à reconstituer des puzzles.
Et je me suis rendu compte, j'ai estimé le nombre de personnes âgées vulnérables qui ont été chassées au mépris de leur droit à un relogement entre 300 et 600 personnes. 300 et 600 personnes uniquement sur Belzunce. Uniquement sur Belzunce. Et c'est un drame parce qu'il a un coût. On a l'impression qu'il n'a pas de coût. Mais beaucoup de personnes qui ont été expulsées, certains ont atterri en psychiatrie. Certains ont atterri dans les logements d'urgence. Certains ont développé des pathologies qu'ils n'avaient pas par le passé, même si le logement n'était pas décent. Donc un surcoût pour la sécurité sociale. Mais ce qui est révoltant dans tout ça, c'est qu'à Belzunce, il y avait beaucoup de logements vacants, il y avait beaucoup d'immeubles vacants, beaucoup d'immeubles qu'on pouvait récupérer sur les immeubles à usage de prostitution ou autres, qui on aurait pu accueillir des nouveaux sans avoir à chasser les anciens. Sans avoir à chasser les anciens. Et c'est comme ça qu'on a fondé l'association Un centre-ville pour tous, comme ça on en indique. On n'est pas fermé à ce qu'il y ait des nouveaux qui gagnent 4 000 €, même s'ils gagnent 7 000, on les accepte. Mais on s'est mobilisé pour défendre les personnes âgées. Et je ne sais pas si ça a été évoqué, la Chambre régionale des comptes a fait un bilan catastrophique. Même sur cet aspect humain, cet aspect de déplacement de population, il n'y a pas eu, peut-être que ce n'est pas de la compétence de la Chambre, des investigations plus poussées par rapport à ça. Mais on s'est rendu compte que on a une majorité municipale qui était fascinée par la nouvelle population. Bon, moi ça ne me dérange pas qu'on soit fasciné par quelque chose. Et on est parti à Londres et on est revenu, on a dit il faut absolument qu'on fasse comme Londres. Il faut que ça devienne comme Londres. Résultat des courses, la plupart des nouvelles populations qui ont été séduites par le quartier étaient des populations qui étaient séduites par le côté cosmopolite, qui cherchaient, même si ce n'est pas toujours facile, mais qui étaient séduites par ce caractère oriental, occidental, et ainsi de suite. Et la plupart ne gagnaient pas 4 000 €, ils ne demandent que ça. Voilà. Et donc on s'est retrouvé avec une mairie qui avait un échec sur les deux tableaux, une résistance très importante contre les évictions des personnes âgées, condamnation par le tribunal d'instance, vous avez les jugements qui sont téléchargeables sur le site de l'association Centre-ville pour tous, jugement confirmé par la cour d'appel qui a condamné la mairie à des relogements, et en même temps des nouveaux habitants qui, deux municipales de suite, votaient à gauche. Alors il y en a qui auraient pu se suicider parce que ce n'était pas le but. Donc ils se retrouvent perdants sur les deux tableaux. Les seuls qui ont gagné, les seuls qui ont tiré les marrons du feu, c'est ce qu'on a appelé, moi je ne les appelle pas les investisseurs, je les appelle les défiscalisateurs. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement voyous, mais qui étaient simplement intéressés par de la défiscalisation. On achète un produit financier, que ce produit soit lieu de vie ou pas, c'est une opération blanche, c'est neutre, ça n'a rien à voir. Et donc on a fait des travaux de piètre qualité. On a trouvé des immeubles qui avaient vraiment nécessité d'une rénovation en profondeur. On a mis des plaques de plâtre qu'on paye 6 € les 2,50 m au carré. On a mis des plaques, on a caché la misère. Et on a fourni des factures parce que la mairie versait les subventions, donnait droit à des fiscalisations sans aucun contrôle de la qualité des travaux. Sans aucun contrôle de la qualité des travaux, uniquement sur une base déclarative. Et donc eux, ils ont eu la défiscalisation que personne n'est capable où il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas qui a fait défiscaliser quoi, où, et à la limite, et avant, la niche était non déplafonnée, c'était sans limite. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a acheté un immeuble à 100 000 francs à l'époque, on vendait un immeuble à 100 000 francs, et avec les travaux, on avait un montant de défiscalisation de 400-500 000 francs. Donc c'était vraiment du capitalisme sans risque. Il n'y avait absolument pas de risque. Résultat, cette défiscalisation qui avait une seule contrepartie, c'est de louer pendant 9 ans. À la 9e année, un certain nombre de défiscalisateurs, dont je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, ont demandé à leurs locataires de déguerpir. Dès que la défiscalisation, la 9e année s'est terminée, dehors. Il y a 5 ou 6 immeubles sur la rue Cubano.
où les gens ils ont reçu des congés tout à fait légaux, disant je veux récupérer mon bien, le bail arrive à expiration, dans 3 mois, ben, tu trouves ailleurs. De la qualité des travaux dans un certain nombre d'immeubles, aujourd'hui on a besoin de les refaire, donc un retour de flamme sur une période qui n'est pas si longue que ça, hein, sur moins de 10 ans. On va voir tout à l'heure des immeubles où il y a besoin de tout reprendre, Et puis, une cinquantaine d'immeubles qui sont restés vacants, c'est-à-dire ils sont devenus propriété de la puissance publique, et pendant 10 ans, ils sont restés vacants, et ils le sont toujours. C'est pointé par la Chambre régionale des comptes. Donc un gâchis, Philippe tout à l'heure parlait de la gouvernance, ce gâchis, sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan du patrimoine, parce que la puissance publique s'est séparée d'un certain nombre de biens communaux avec des clopinettes en échange de travaux de piètre qualité. Tout ça pour quoi faire on ne sait pas. Donc un vrai gâchis pour ce qui est du constat que nous partageons nous à son niveau.